Chers amis, abonnés, bonjour. Ravi de vous retrouver. Alors j'aurais aimé faire une dernière vidéo sur un autre thème, mais j'ai eu envie de rendre un hommage astrologique à Brigitte Bardot, qui nous a quittés il y a quelques jours. Alors Brigitte Bardot était donc née le 28 septembre 1934 à 13h15 à Paris. Donc une Parisienne. Alors évidemment, Brigitte Bardot, eh bien écoutez, était vraiment l'incarnation de la vénusienne, Vénus, planète de la beauté, de l'harmonie, de la grâce, et on voit qu'elle était née avec un soleil en balance, le milieu du ciel, balance, et Jupiter, Mercure en balance, Jupiter étant la planète maîtresse de son ascendant. Donc il y a là indéniablement une coloration vénusienne indiscutable, et elle en a été la parfaite, totale et indiscutable incarnation. Et d'ailleurs, si on fait intervenir la chaîne planétaire, il me semble manifeste que c'est certainement Vénus et Mercure qui doivent se partager la vedette si on fait intervenir la chaîne planétaire. Tenez, on va voir tout de suite. Alors, chaîne planétaire, vous voyez, voilà. Vénus, Mercure, qui se partagent la vedette. Attendez, j'ai bien le centré à l'écran. Vous voyez, on a 9 points, on a Vénus, Mercure qui se partagent réellement la vedette de son thème, et on n'est pas du tout surpris par la chose. J'ai essayé de vous mettre ça dans l'ordre pour que ça soit bien visible pour vous. Là, ici, on va mettre ça là. Et vous allez voir, la chaîne planétaire donne toujours des informations assez précieuses. Je trouve que c'est une technique qui avait été développée par Madame Claire Sant'Agostini, une très très grande astrologue qui est de nos jours totalement oubliée. Et c'est bien regrettable. Et voilà, alors vous voyez, Vénus-Mercure sont en réception mutuelle, puisque Brigitte Bardot a une Vénus en Vierge et un Mercure en Balance. Donc ces deux planètes s'échangent leurs signes. Et on a là donc ces deux planètes qui sont, je dirais, à égalité dans la chaîne planétaire. Vénus, l'expression artistique, la beauté, l'élégance, et Mercure, la communication. Mercure qui est complètement relié à la Lune. La Lune est maîtrisée par Mercure, puisque la Lune se trouve dans le signe des Gémeaux. Et puis après, vous avez Vénus qui a sous sa main Jupiter, le Soleil et Mars. Et quelle planète trouve-t-on à part, qui n'est pas relié dans cette chaîne planétaire, c'est Saturne. Et là, un Saturne en Verseau. Et c'est très intéressant parce que s'il y a bien une chose qu'elle détestait le plus au monde, entre autres, c'était d'être seule. Brigitte Bardot détestait la solitude, elle avait besoin d'avoir quelqu'un à ses côtés, une épaule sur laquelle reposer, elle l'avait déclaré souvent en interview, et on voit que Saturne n'est pas du tout lié à la chaîne. Saturne, on peut dire que Saturne, qui symbolise la solitude, est à l'écart dans sa chaîne, et effectivement, on ne peut pas dire qu'elle a incarné les valeurs de Saturne, bien que ça peut être discutable parce qu'elle a été aussi, entre guillemets, victime de son aura et de son succès par le fait qu'elle a été à un moment donné complètement isolée, puisque dès qu'elle mettait le pied dehors, c'était l'émeute. Et on voit que ce Saturne est quand même à l'écart, et donc il prend une couleur toute particulière. Voilà, je voulais vous montrer donc cette chaîne planétaire qui est quand même extrêmement parlante chez Brigitte Bardot, et ça marque vraiment sa vie. Vénus-Mercure. Voilà. Alors, je vais revenir à son thème. Donc, voilà, vraiment l'incarnation de la vénusienne. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que donc Vénus, là, qui est dans le signe de la Vierge, et qui maîtrise donc le Soleil, milieu du ciel, Mercure, Jupiter, l'ascendant, se trouve dans la maison 9, conjoint à Neptune, avec le Soleil qui marque l'ego. La maison 9, c'est la maison de l'ailleurs, de l'étranger. Ça, c'est son rayonnement international, célèbre dans 171 pays. Au moment de sa disparition, j'avais regardé quelques flashs d'informations, et il y a eu des micro-trottoirs, et les journalistes sont allés interroger les touristes qui sont actuellement en France et à Paris, et ils leur ont donc dit que Brigitte Bardot venait de mourir, et tous la connaissaient. Tous. Immédiatement, il y a eu des réactions.
Elle avait cette renommée internationale, 160 pays, tous les chaînes d'infos ont fait un flash à l'annonce de sa mort. Et là, on voit le rayonnement, vous voyez, Vénus, Neptune, sa beauté qui a rayonné dans le monde entier, et le Soleil qui est le cœur, la planète du rayonnement, qui est également présente. Donc on a déjà un milieu du ciel qui est merveilleusement encadré par Jupiter, Mercure, Soleil, Vénus, le tout dans le signe vénusien de la Balance, un signe d'élégance, de communication, etc. etc. Et d'ailleurs, dans le questionnaire de Proust, on lui demande quel est votre mot préféré, et elle répond l'harmonie. C'est bien Balance. Hein. La Balance est en recherche perpétuelle de l'équilibre et de l'harmonie. Et après, l'autre mot, chose à laquelle elle apportait une grande importance, c'était la justice. Et la justice, on retrouve Jupiter en Balance, qui est également son maître d'ascendant. Donc on a déjà là cet encadrement qui parle déjà de son rayonnement, de son destin, et ceci s'appuie par cette lune dans le signe des Gémeaux. Vous voyez, à 12 degrés, la lune qui est au trigone de son soleil. Bon, c'est vrai que c'est un trigone séparant, mais avec soleil et lune, les deux luminaires, on peut accorder des orbes assez larges, et trigone son milieu du ciel. Cette lune Gémeaux, c'est son éternelle jeunesse. C'était cette femme papillon, virevoltante, pétillante, ce papillon de clair de lune, comme je l'appelle, cette lune en Gémeaux. Carré Neptune, vous voyez, carré exact, et semi-carré Pluton. Alors, une lune qui est très nourrie, très importante. La lune a sous sa maîtrise Pluton, dans la maison 8, je vous en parlerai tout à l'heure. C'est la liberté, c'est la jeunesse, ça en faisait cette femme libre, entre autres, parce qu'il y a d'autres aspects qui marquent son indépendance, mais cette lune-là, c'est vraiment la liberté. C'est l'enfant dans le signe de l'éternelle adolescence, donc il y avait chez elle ce besoin de renouvellement sans cesse, ce souffle de liberté. Elle partage cette position, lune en Gémeaux, avec Barbara et puis Françoise Sagan. Ça me vient là en mémoire tout de suite. Deux femmes typiques aussi, un Sagan complètement libre et puis Barbara également. Et voilà, c'est la lune de la liberté. Et souvent, les femmes qui ont des lunes Gémeaux sont des femmes très libres, des femmes qui ont besoin de leur espace de liberté. Le signe des Gémeaux est un signe de primarité, tout comme l'est également le signe de la Balance. Elle était quand même marquée par des valeurs de primarité beaucoup plus fortes que les valeurs de secondarité. Je vous en parlerai aussi après. Ça, c'est la liberté. Alors, on voit que Chiron, la blessure est à côté. Alors, il y aurait beaucoup à dire. Alors après, je ne vais pas rentrer dans un développement qui va nous mener trop loin et qui ferait que la vidéo serait trop longue. Mais on voit aussi que cette lune-là, par moment, ça a été à la fois sa source de rayonnement, parce que la lune, c'est sa part de féminité, dans ce signe très délié, très aérien des Gémeaux. Comment dirais-je, quand on la voyait marcher, on voyait qu'il y avait une élégance et elle était très légère, très déliée. Enfin bon, voilà, il y avait un rayonnement qui ne pouvait pas laisser tout de même indifférent. Donc on voit que cette lune-là, Gémeaux en signe d'air, le Soleil qui marque l'ego, Mercure son mental et Jupiter son maître d'ascendant le moi profond, tout ça c'est dans des signes d'air. Ce qui en faisait cette femme de communication, de mouvement et de liberté et d'éternelle jeunesse. Elle avait gardé cette voix qui était mi-femme, mi-enfant. Elle avait cette tessiture très très particulière aussi dans sa personnalité. Alors, rayonnement international, et Mercure est le maître de la maison 9 et il est dans la maison 10. On voit que l'international, l'étranger avait un lien avec son destin et évidemment son maître d'ascendant. Écoutez, le général de Gaulle n'a-t-il pas déclaré « La France, c'est Brigitte Bardot et moi ». Faut quand même le faire. Et oui, et c'est vrai que sa célébrité était énorme. Et alors, cette conjonction également, Vénus-Neptune en Vierge, est très intéressante à étudier et explique beaucoup de choses. Alors, le signe de la Vierge, c'est un signe de sacrifice qui aime servir, qui aime
aider, servir les autres. C'est le 6e signe du zodiaque. Et il marque également les animaux. C'est le signe des animaux. On dit que l'axe Vierge-Poisson, les petits animaux et les grands animaux. Les animaux domestiques et puis les grands animaux. Or, elle avait l'axe Vierge-Poisson et elle avait Neptune, qui est le maître donc des signes des poissons, qui était dans le signe de la Vierge avec Vénus. Et ça marque donc, ça explique symboliquement son amour inconditionnel, démesuré, absolu pour les animaux. Et peu importe la race des animaux, du tout petit animal jusqu'à l'immense animal, les animaux, les poissons, tout. Il y avait un amour absolu envers les animaux. Et ça, c'est cette composante Vénus-Neptune en Vierge, qu'elle partageait d'ailleurs avec Alain Delon. Alain Delon était né aussi avec une Vénus en Vierge et Neptune Vierge. Ils avaient un an d'écart, hein. Delon était né en 1935, et il avait cette composante Vénus-Neptune Vierge en maison 12 et également un ascendant Balance, Delon. Donc il y avait des points qui les rassemblaient tous les deux. Et Vénus, dans le thème de Brigitte Bardot, est maître de la maison 6, qui nous ramène justement à la 6, la maison du quotidien et la maison des animaux, entre autres. Donc là, on voit là cette fondation qui a eu un rayonnement aussi planétaire, hein. Ça ne s'est pas réduit uniquement à la France, hein. Sa fondation s'est répandue dans le monde entier. Et on voit que la Lune est dans la maison 6 en Gémeaux. Alors, cette Lune maison 6 en Gémeaux, qui est angulaire au descendant, lui a également permis d'être la porte-parole, de pouvoir faire connaître, puisque le signe des Gémeaux, c'est le signe de Mercure, de la parole, de la communication. Et la Lune, donc, qui marque tout son plan affectif, son hypersensibilité, lui a permis de pouvoir communiquer là-dessus et d'être vraiment l'ambassadrice de sa propre fondation. Elle n'a pas eu besoin de faire appel à quelqu'un d'autre pour mettre en avant et faire connaître sa fondation. Quelquefois, vous avez enfin même très souvent, des personnes qui vont créer une fondation, mais qui ne vont pas avoir le charisme, qui ne vont pas avoir l'étoffe pour, et qui vont avoir besoin de représentants, de porte-parole. Et souvent, on va trouver des personnalités du monde de la chanson, du monde du milieu artistique, pour devenir un peu les étendards de ce mouvement, de cette association. Pour Brigitte Bardot, elle n'avait pas besoin, c'était elle, d'un bout à l'autre, dans sa totalité. Alors, arrêtons-nous un petit instant sur cette conjonction Mercure-Jupiter, voyez là, opposé à Uranus, carré Pluton, semi-carré Neptune et trigone Saturne. Mercure, qui est la maître de Vénus, Neptune, et également le maître de la Lune. Mercure en Balance, à côté de Jupiter. Alors, là on voit un Mercure qui s'exprime, il est jupitérien, il est donc véhément, il est, comment dirais-je, dans l'extériorisation, une extériorisation qui repose sur une primarité, donc une spontanéité. Il n'y a pas de prise de recul, on dit les choses, on les sort. Opposé à Uranus, carré Pluton. C'est ce qui a pu la rendre très entière, très libre, indépendante dans sa façon de penser et d'agir. Le maître d'ascendant est Mercure relié à Uranus. Parfois, elle a pu blesser certaines personnes par sa sincérité. Mercure-Jupiter, là, c'est la sincérité, hein. C'est clair. Semi-carré Neptune, débordement. On ne contrôle pas ce qu'on dit. On dit ce qu'on a sur le cœur. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. Donc, ça lui a donné sa singularité, opposée à Uranus, mais sur un autre plan, ça l'a amené à tenir des propos qui ont été blessants, hein, puisqu'elle a été quand même... elle est passée quand même devant les tribunaux, je crois, 5 fois, hein, pour attaque contre la communauté musulmane, parce que c'était là sa réaction pour la préservation des animaux. Égorger les moutons, a trouvé ça barbare. Donc ça a été sa réaction affective. Et comme elle avait cette lune-là en Gémeaux hyper réactive, il ne faut pas oublier que le signe des Gémeaux, c'est le signe du système nerveux. Donc ça la rendait hyper réactive, et avec ce Mercure-Jupiter, elle dégainait. Et là, pouvait avoir des paroles excessives, des paroles blessantes. Alors on l'a taxé d'homophobie, d'être raciste, alors on l'a
épinglé évidemment Uranus-Pluton sur ses incointances avec l'extrême droite. Bref, là on a eu au moment de sa mort certains quotidiens qui ont, je dirais, tout redéballé. Alors moi je pense vraiment personnellement qu'elle n'était rien de tout cela. Mais chez elle passait avant tout ses opinions personnelles et qui effectivement pouvaient déplaire, et à ce juste titre elle en a payé le prix, parce que Jupiter justement, elle qui avait un souci de la justice, la justice s'est retournée contre elle. Et oui, vous savez, en astrologie les aspects ne sont jamais unilatéraux. Ce qu'on peut provoquer peut aussi, par vague de retour, nous revenir sur la figure. Donc Jupiter, qui marque la justice, elle l'a payé de retour, et elle a été 5 fois, je crois, devant les tribunaux, pour ses propos et autres. Alors, autre élément intéressant, est là un Saturne en Verseau, opposé à Mars. Alors, une petite chose, excusez-moi, sur laquelle je voulais revenir. Vénus, Neptune, voilà, en Vierge. Leçon d'astrologie. Ces deux planètes-là sont dites, selon les règles conventionnelles de l'astrologie, en détriment, ou en débilité, comme disaient les anciens. Pourquoi ? Parce que Vénus, en Vierge, est dite en chute parce qu'elle est exaltée dans le signe des Poissons. Neptune est en exil parce que son domicile, c'est le signe des Poissons. Donc les deux planètes-là sont dites en détriment. Donc, planète en détriment, elles valent rien, ça va être... bref, si vous lisez les vieux manuels d'astrologie, c'est ça. Or, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien qu'il n'en est rien. Vénus, Neptune, elle les a vécues, mais pleinement et entièrement. Vénus, l'élégance incarnée, le charme, la beauté. Elle a tourné à peu près, je crois, une 40aine de films, 70 chansons. Les couvertures de magazines qu'elle a faites, n'en parlons pas, 41 de Paris Match. Neptune, son rayonnement international et son amour incommensurable pour la cause animale. Elle a vécu cette conjonction Vénus-Neptune, maison neuve, qui est une maison aussi qui passe la barre haut. C'est une maison de vie spirituelle. Je vous en toucherai un mot tout à l'heure. Et elle a vécu ces deux planètes pleinement, bien qu'elle soit en détriment. Donc, une petite leçon de nouveau, vous m'avez souvent entendu vous en parler, des planètes dites en détriment, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les vivre pleinement, quelquefois c'est tout le contraire. Il y a en psychologie le phénomène de compensation et de surcompensation qui peut se faire d'une façon inconsciente. Mais elle est là, et parce que ces planètes sont fragiles, on va les surcompenser et les vivre d'une façon excessive et absolue. Et là, on en a une démonstration éclatante avec Brigitte Bardot. D'ailleurs, il me semble que Robert Redford avait Vénus-Neptune aussi en Vierge, en maison 6, si j'ai bonne mémoire, ça me revient là. Delon a ça en 12, et Redford avait ça en maison 6. Faudra vérifier, je suis pas sûr, mais il me semble. Alors, attendez, je voulais revenir. Donc, voilà un très très bel exemple, voyez. Donc, surtout quand vous avez des planètes en chute et en exil, ne les traitez pas en disant « ça y est, c'est mort, cette planète vaut rien, elle sera mal vécue, ça va être une catastrophe ». Surtout, balayez-moi ça, foutez-moi ça à la poubelle. C'était la vision de l'astrologie de jadis naguère, qui était une astrologie qui était très déterministe, la psychologie n'était pas encore arrivée, et c'était une astrologie qui était un petit peu binaire. Et heureusement, nous avons évolué depuis. Alors, Mars, regardez, Mars en Lion, le Mars de l'orgueil, c'est le Mars dans le signe du cœur, du Lion. Il est dans la maison 8, opposé à Saturne. Alors ça, c'est ce qui a pu lui donner des périodes, je dirais, une opposition Saturne-Mars, c'est vraiment deux planètes qui sont, oui, évidemment, symboliquement très différentes. Mars, planète d'action, planète de feu, rapide. Saturne, planète de terre, froide et sèche, du Capricorne. Donc, Saturne en face freine l'élan martien, et puis Mars, de temps en temps, va bousculer la tendance un petit peu sage, pondéré de Saturne. Donc ça peut donner, sur le plan psychologique, ce qu'on appelle une forme de cyclothymie.
Alors je dis cyclothymie avec des guillemets, parce que la cyclothymie est quand même un diagnostic quand même pathologique, mais ça peut donner des hauts et des bas. Donc c'était une personne qui peut-être a passé par des phases d'humeur, des phases de très très haut avec des chutes, ce qui peut expliquer également ces 3 tentatives de suicide, parce qu'elle a quand même Mars, Pluton en maison 8. Mars, Pluton en maison 8 sont très forts. Et on se rend compte que Pluton est le maître de sa maison 12. Elle a une maison 12 à 29 degrés du Scorpion. Et Mars est également le maître de son fond du ciel. On sait la difficulté qu'elle a eue à pouvoir fonder une famille. Elle a été maman d'un garçon avec le comédien Jacques Charrier, mais ça n'a pas été une bonne mère du tout. Elle n'était pas du tout prête à avoir un enfant quand elle l'a eu. D'ailleurs, elle s'est elle-même confessée là-dessus. Elle a dit qu'elle avait été une très mauvaise mère, qu'elle n'avait pas du tout envie d'avoir d'enfant. On voit cette lune quand même qui est au semi-carré de Pluton et au carré de Neptune. Donc on voit que la lune, quelque part, au niveau de sa fonction, on va dire, maternelle, a du mal à s'incarner. Là. C'était une femme libre, un papillon, comme je dis, le papillon de Clair de Lune. Voilà, donc être mère, c'est une énorme responsabilité. Cette lune en Gémeaux, c'est tout sauf la responsabilité, c'est la légèreté. Donc évidemment, la maternité n'a pas été son fort. Et alors, cette opposition, donc Saturne-Mars, j'y reviens, a pu marquer effectivement ses hauts et ses bas et ses moments de désespoir où, par exemple, quand elle avait rencontré Roger Vadim, ses parents ne voulaient pas du mariage parce qu'elle était issue d'un milieu bourgeois, son père était industriel, et devant le refus, elle a fait une tentative de suicide. Et puis après, quand les parents ont vu ça, ils ont un petit peu abdiqué tout de même. Voilà, donc, un peu, et en plus c'est dans l'axe de 8, tout de même. Là, la maison 8 est une maison quand même critique, et on a ces 2 planètes qui sont très très puissantes à l'intérieur, quand même. Donc, ce qui peut a pu marquer, vous voyez d'ailleurs, Pluton est au carré de sa conjonction Jupiter-Mercure, donc de la 8, il teinte quand même ces 2 planètes, donc avec Uranus qui était en face, 2 planètes quand même très radicales, Uranus-Pluton. Voilà. C'est vraiment une composante très, très libertaire. Uranus, je suis libre, et Pluton, c'est le drapeau noir, c'est-à-dire que, alors évidemment, j'entends libertaire sur un plan psychologique, je ne parle pas libertaire dans l'acception politique du terme, parce qu'elle était même à l'antithèse, mais elle avait cette coloration, je suis libre, je fais ce que je veux, et d'ailleurs elle se plaisait à dire qu'elle aimait bien aller à l'encontre des modes. Si la mode c'était de porter des pantalons, elle allait mettre une mini-jupe. Si c'était la mode à la mini-jupe, elle allait mettre un pantalon. Elle aimait couper la ligne jaune avec ce Mercure, et avec Uranus, veuillez me pardonner. Alors Uranus au fond du ciel ne fait que rajouter de l'instabilité dans la symbolique de la maison 4, bien entendu. Ça, il va sans dire. Autre chose aussi. Saturne en maison 2 et Saturne le maître de la maison 2. Alors c'est pareil, vous prenez les vieux manuels d'astrologie, Saturne en maison 2, c'est la pauvreté. C'est la difficulté à se construire sa vie matérielle, bref, c'est une catastrophe Saturne en maison 2. Où ça va donner des gens pingres, ça va donner des gens qui vont tirer la langue, et ça va être des avenirs besogneux. Écoutez, ma foi, on ne peut pas dire que Brigitte Bardot ait une vie matérielle... Elle n'est pas à plaindre, pas du tout d'ailleurs, elle ne s'est jamais plainte. Donc vous voyez là aussi. Alors peut-être a-t-elle vécu psychologiquement avec la crainte de manquer, parce que Saturne là où il est marque une inquiétude, marque un sentiment de manque. Peut-être a-t-elle vécu psychologiquement avec la peur de manquer d'argent, ça l'a peut-être rendue extrêmement prudente. On sait qu'une grande partie de ses biens, elle l'a vendu pour sa fondation. Donc Saturne, la capacité à se dépouiller pour justement nourrir son idéal qu'elle avait là. Soleil-Vénus, vous voyez, et Neptune en maison 9, c'est une très belle position, vous savez. Donc ce Saturne-là en 2, elle n'a pas été pauvre à ma connaissance. Alors vous voyez là aussi, encore un coup de pied dans les vieux manuels d'astrologie. Il ne faut pas les prendre toujours en référence. Je dis cela parce qu'il y a actuellement un courant astrologique qui se réfugie dans l'astrologie du passé, qui revisite cette astrologie, et c'est bien symptomatique de notre époque,
parce qu'on n'a pas de perspective future et on se réfugie dans le passé. Mais c'est, à mon avis, une erreur. Alors c'est intéressant de revisiter le passé, mais s'appuyer sur le passé, reprendre les vieilles règles pour éclairer le ciel d'aujourd'hui, je pense que c'est une erreur, à mon avis. Ça, c'est un commentaire qui est purement personnel. Donc voilà un petit peu encore un exemple de ce Saturne. En plus, Saturne en Verseau, il y est très bien, parce qu'à l'origine, avant que l'on découvre les transsaturniennes, Saturne était la planète qui avait domicile également dans le signe du Verseau. Donc voilà une petite précision également sur son caractère. Oui, cette maison 9 aussi, c'est une maison qui est liée à la vie spirituelle. Or, vous savez, elle avait fait construire une petite chapelle à la Madrague. C'est une chapelle pour elle-même. C'est une chapelle dans laquelle elle aimait vraiment se recueillir. Il y avait, alors c'était pas la foi religieuse telle que nous l'entendons, mais elle avait quand même cette dimension-là. Alors elle avait une sacro-sainte peur de la mort. Elle a eu des déclarations où elle haïssait la mort, et évidemment on peut la comprendre parce que c'est la vie. Quand on voit son thème, c'est un thème lumineux, c'est un thème pétillant. Vous voyez, toutes ces planètes sont au-dessus de l'horizon. La Lune vient juste de se coucher et elle a Uranus-Saturne au fond du ciel. Saturne en dessous de l'horizon, ma foi, il y est pas mal du tout. Mais on voit que on est quand même dans des planètes d'air, de la Balance aux Gémeaux, c'est Mercure, Vénus, ensuite cette maison 9 qui est très occupée. Alors, Mars en Lion, si j'ai oublié de vous en parler, c'était sa passion. Donc elle passait par des passions amoureuses énormes, des coups de cœur énormes. Elle disait qu'elle était très jalouse quand elle était amoureuse. Et oui, c'était elle seule, c'est l'exclusivité, là, ce Mars en Lion. Et puis d'un seul coup, la passion retombait, Saturne, et elle reprenait sa liberté, Lune, Gémeaux, trigone Soleil, trigone milieu du ciel. Voilà. Donc, c'est fait que elle le reconnaissait elle-même, elle ne parvenait pas à être fidèle. Voilà. Donc, elle a eu beaucoup de compagnons. Et également, ça s'explique dans son thème, sa maison 7, qui est la maison d'alter ego, de l'autre, de l'interlocuteur, de l'associé, du partenaire, il est dans le signe des Gémeaux, signe double, c'est Mercure. Et Mercure est dans le signe de la Balance conjoint à Jupiter. On voit l'importance des rencontres dans sa vie. Il y a un côté mythe de Pygmalion un peu dans son thème. Les rencontres l'ont amené également à, à s'exprimer et à réaliser son destin. On voit le lien maître de 7, là, en plus Gémeaux, conjoint à son maître d'ascendant. La rencontre avec Vadim va être importante, puisque Et Dieu créa la femme, c'est le film qui va la faire rayonner dans le monde entier. En France, il va avoir un accueil mitigé, et aux États-Unis, il va exploser, il va déclencher des scandales, il va passer par l'Angleterre où il va avoir un succès énorme, et quand il va revenir en France, ça va être le succès total. Et ça, c'est la rencontre avec Vadim. Ensuite, il y a eu d'autres rencontres, il y a eu pour moi, la rencontre pour moi mythique, c'est Gainsbourg, et elle, Gainsbourg lui a écrit, pour moi, la période Gainsbourg dans la chanson, pour moi, c'est la meilleure. Comic Strip, Bonnie and Clyde, Harley Davidson, enfin bon, c'est vraiment... moi je suis né en 1960, vous voyez, et évidemment la vague bébé, je ne l'ai pas connue, moi j'étais trop jeune, si je puis dire, c'est le cas de le dire même, mais je me souviens, je devais avoir 7-8 ans. La première fois que j'ai vu Brigitte Bardot, c'était ce qu'on appelait à l'époque le Scopitone. Vous savez, on appelle ça aujourd'hui les clips, où elle apparaissait dans sa chanson Harley Davidson, et j'avais 7-8 ans, j'étais resté complètement sidéré. Ça avait été mes premiers émois érotiques. J'avais vu cette femme-là, j'étais resté complètement devant ma télévision. Voilà, c'est une petite confidence que je vous fais. Mes grands émois érotiques, ça a été Brigitte Bardot, Sid Charis, dans le cinéma de minuit, je me souviens. Et puis également Greta Garbo dans Mata Hari, quand elle danse dans le temple. Ça a été des moments assez frappants pour moi. Et Bardot avait fait partie, je me souviendrai toujours. Et rendez-vous compte que ce Scopitone et cette chanson sont réalisés avant 68. Vous vous rendez compte le côté provocateur. Et ça, c'est Uranus opposé à Jupiter. Jupiter-Uranus, c'est le mythe de Prométhée. On est en plein dedans avec Mercure. Le côté provocateur,
qui vient secouer un petit peu les règles. Et c'est vrai qu'elle a apporté un souffle total. Elle a été, à un moment donné de l'histoire, elle a tout regroupé, tout synthétisé à elle seule. Voilà. Et c'est vrai que ça en fait un personnage mythique. Alors on parle d'elle et de Delon. Alors Delon, c'est différent. Je dirais que Delon, Delon, c'était le côté mystérieux, la beauté ténébreuse. Mais je crois que l'impact de Delon est différent. Je crois que Bardot a eu un impact bien plus fort que Delon, parce qu'elle a eu un rôle au niveau de la société, au niveau des femmes. Elle a apporté un souffle nouveau, elle a apporté quelque chose au niveau de la société et des mentalités. Delon, non, il n'a pas eu cet impact-là. Je veux dire, après la sortie du samouraï, tous les hommes n'avaient pas envie de s'habiller en imperméable avec un borsalino. Hein. Voilà. Alors que Bébé, toutes les femmes voulaient lui ressembler. Elles se sont habillées comme elle, elles se sont coiffées comme elle, les robes Vichy, etc. Elle a lancé quelque chose qui l'a d'ailleurs complètement dépassé. Qui l'a complètement dépassé. Elle a été prise dans un tourbillon, Neptune, Vénus, Soleil, qui l'a complètement dépassé. Donc, alors, Delon a eu un rayonnement aussi international énorme. Ce sont les deux figures mythiques, c'est vrai, du cinéma français, mais je crois que Brigitte Bardot est un cran encore au-dessus d'Alain Delon. Alors, on a appris qu'évidemment, sa dernière volonté ne va pas être respectée. Elle voulait reposer à la Madrague au milieu de ses animaux. La municipalité a refusé, donc elle va reposer dans le cimetière marin de Saint-Trope. Voilà. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas respecté sa dernière volonté, elle qui avait tant tout sacrifié pour la cause animale. Je trouve ça vraiment regrettable. Alors une chose, elle va mettre fin à sa carrière d'actrice en 1973, c'est-à-dire à l'âge de 43 ans. Et ça va correspondre au demi-cycle d'Uranus. Et quand Uranus va transiter sa conjonction Jupiter-Mercure à l'opposition de lui-même et au carré de Pluton. Changement d'orientation, libération, prise d'indépendance, pile au demi-cycle d'Uranus. Vous voyez la mécanique céleste. Voilà. Elle s'est libérée de ce, je vais pas dire de ce carcan, mais elle a quand même été des moments où elle ne pouvait plus sortir. C'était les émeutes quand elle sortait. Donc, elle s'est libérée du cinéma pour se consacrer à la cause animale. Changement de destin total. Uranus opposé Uranus sur le mètre d'ascendant et sur Mercure qui dispose de Vénus, de Neptune et de la Lune. Quand même, voilà. Un bel exemple encore des transits planétaires. Alors, elle nous a quittés au moment où on sait bien que Pluton, vous voyez, est actuellement ici. Il est au carré d'Uranus, c'est-à-dire que Pluton recrée la configuration du natal. Je ne vais pas m'appesantir sur les configurations de son départ. Voilà, mais on voit qu'il y a eu la reformation du transit du natal. Carré Uranus-Pluton qui s'est recréé là, dans l'orbe un peu du carré de son mètre d'ascendant, donc ça devait faire un petit moment qu'elle devait être très très faible, je pense. Et Pluton, qui part de la maison 8, tout de même, chargé des valeurs de la 8, voilà. Voilà, il y aurait tellement de choses à dire sur le thème. Vous voyez, également Vénus est maîtresse de sa maison 5. La maison 5, c'est une maison qui est liée à la création, c'est l'une des maisons les plus agréables, les plus festives de la domification astrologique. Vénus est également maîtresse de sa maison 7 et de sa maison 6. Il y a vraiment une insistance vénusienne qui est très très nette. Alors évidemment, cette lune-là, elle a eu en retour d'énormes agressions. Elle a été autant admirée, aimée que détestée, bien sûr. Elle a déclenché, cet Uranus-Pluton-là, des extrêmes, forcément. Elle était extrême elle-même. Et elle a eu en retour la même vague. Elle a eu quand même cette anecdote de cette infirmière dans l'hôpital qui l'a agressée dans l'ascenseur, c'est invraisemblable. Voilà. Donc, a déclenché, si vous voulez, des sentiments irrationnels. Et donc, évidemment, quand on déclenche ce type de choses, on peut avoir le meilleur comme le pire sur sa trajectoire. Voilà. Alors, vous voyez également une chose que je ne vous ai pas signalée, Saturne était quand même au trigone
de sa conjonction Jupiter-Mercure. Vous voyez, il y avait quand même ce trigone qui existait, qui marque quand même chez elle cette constante quand elle s'est engagée dans quelque chose. C'est quelqu'un, quand elle s'engageait dans quelque chose, elle s'y engageait entièrement et elle allait jusqu'au bout. Pareil. Et quand elle rompait catégoriquement et elle ne revenait pas. Tout était carré chez elle, en fait. Hein. C'est clair. Et là, on voit quand même qu'il y avait ce bel aspect qui marquait quand même une pugnacité, une tendance. Et on voit que cette pugnacité, cette rigueur, eh bien, l'a mis à la cause animale. Voilà, cet amour incommun, démesuré, absolu qu'elle a eu pour la cause animale. Voilà. Bien, écoutez. Et puis, bon, bien sûr, elle était ascendant Sagittaire. Le maître d'ascendant n'était autre que Jupiter. Il était projeté en 10 dans le signe de la Balance, donc il prenait une couleur vénusienne. Hein. Bien sûr, je ne l'ai pas suffisamment exprimé, mais voilà, c'est clair. Hein. Ce Jupiter-là, Jupiter-Mercure, quel bel encadrement de maison 10. Hein. Là. Jupiter, Mercure, Soleil, Vénus, Neptune, c'est très beau. Hein. Marque quand même un destin lumineux. Alors après, comme vous le savez, il y a d'autres personnes qui sont nées le 28 septembre 34, peut-être même dans les mêmes heures que Brigitte Bardot à Paris. Hein. Brigitte Bardot, il n'y en a eu qu'une, bah oui. L'astrologie n'est pas un art divinatoire, comme vous le savez à présent. Et j'aime bien comparer l'astrologie à la musique. Il y a plusieurs octaves. À quelle octave une personne va vivre son thème? C'est un mystère. C'est le mystère de l'incarnation. Voilà, c'est clair. Donc, à thème égal, il n'y aura pas le même destin, mais il y aura peut-être une tonalité identique. Quelqu'un a le même thème, mais a peut-être joui dans son registre intime d'une très grande aura, etc., etc. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention. Nous sommes aujourd'hui le 30 décembre, voilà, donc c'est l'avant-dernier jour de l'année 2025 que je réalise cette vidéo. Comme je vous l'ai dit en préambule, j'aurais aimé faire une autre vidéo. Mais voilà, le destin, on a décidé ainsi. Je vous souhaite un beau réveillon de premier de l'an. Et puis, bien, je vous dis très très rapidement à l'année prochaine. Au revoir. Ah oui, une petite chose, comme je vous le dis toujours, mettez-moi un petit pouce. Hein. Oh là là, oui, je suis quémandeur. Hein. Mettez-moi un petit pouce. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube. Je fais des consultations en privé, donc si vous voulez découvrir votre thème, bah écoutez, rendez-vous sur mon site et vous y trouverez toutes les informations nécessaires. À bientôt. Au revoir.